Bonjour à tous. Alors comme on peut le voir, j'ai l'impression que le terme onboarding n'est pas forcément très clair pour certains. C'est un sujet un peu flou et pour cause, je ne m'avance pas trop en disant que l'onboarding n'est pas forcément un sujet prioritaire pour les boîtes en France. Mais pourtant, si je me trompe pas, Jérémy, je crois que chez Welcome to the Jungle, c'est un sujet qui est devenu justement assez prioritaire et assez soudain d'ailleurs. C'est moi qui ouvre le bal sur le sujet. Je ne vais pas faire de bêtises pour une fois. Ouais, c'est devenu un sujet prioritaire quand on a atteint la taille de 14-15 personnes. C'est devenu prioritaire parce qu'en fait un matin on s'est aperçu que les gens qui arrivaient chez nous avaient une idée de plus en plus floue de ce qu'on faisait, qu'ils n'avaient pas l'occasion de découvrir le produit dans son intégralité, alors qu'au début quand on est 4-5, en fait les gens font un peu tout, donc c'est assez naturel. On s'est aperçu qu'il y avait un vrai sujet et surtout quand on est une jeune start-up qui débute, alors j'imagine que c'était pareil pour vous, on a aussi souvent l'impression que en fait, les gens vont arriver, vont profiter de la tumulte et de cet esprit un peu effervescent partout pour s'approprier tous les sujets et les vivre d'eux-mêmes, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Nous par exemple, il y avait plein de gens qui n'avaient pas fait de rendez-vous business avec les équipes, qui n'étaient jamais allés à un tournage, alors que le tournage et le contenu c'est quand même le cœur de ce qu'on fait. Et qui du coup avait de plus en plus de mal à comprendre le métier du voisin et ce qu'il faisait réellement. Donc en fait, si je comprends bien, l'onboarding chez vous, vous avez décidé de le lancer parce que c'était un constat en fait d'un pseudo-échec, c'est-à-dire qu'en fait les gens arrivaient, il y a une mauvaise compréhension des métiers, peut-être même de la boîte. Oui, tout à fait. Concrètement, ça devenait un peu le bordel. Et en plus, en creusant le sujet, on a découvert plein de choses autour de ça, et notamment des stats ahurissantes qui me hante encore. Par exemple, qu'il y a une personne sur 5 en France qui quitte sa boîte au bout de 3 mois à cause justement d'une intégration ratée, et même pire, une stat qui au début d'ailleurs que j'ai pas trop compris, et qui disait qu'il y a 4% des gens qui quittent leur boîte au bout d'une première journée désastreuse. Donc au début je me suis dit 4% c'est pas grand chose, et après je me suis dit mais 4% au bout d'un jour c'est quand même énormissime, quoi. Et donc ça nous a quand même amené à se poser les bonnes questions et à repenser complètement le process. Mathieu, chez Doctolib, est-ce que c'était aussi un constat aussi de se dire voilà, il y avait des silos peut-être qui se créaient dans l'entreprise, que les choses allaient très vite et qu'il fallait pallier justement à cette vitesse-là? Alors ouais, nous chez Doctolib, ça fait un moment déjà qu'on a mis en place ce programme d'onboarding. Je pense que la première réflexion qu'on a eue, c'était juste comment faire en sorte que les gens soient le plus efficaces le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, généralement, un employé, il commence à apporter de la valeur au bout de 2-3 mois dans une boîte, et donc en fait, on s'est dit comment on peut réduire ce temps-là au maximum. Et donc pour nous, la façon la plus évidente, c'était de les accompagner au début. Nous, chez Doctolib, c'était une boîte qui était très sales, donc on a fait beaucoup d'onboarding sur les sales, et en fait c'est comme ça qu'on est rentré dans la logique de l'onboarding, et ensuite comment on peut s'améliorer pour les sales, pour les gens qui sont pas sales, etc. D'accord, donc on reviendra d'ailleurs après pour savoir est-ce que ça a été uniquement réalisé par les sales pour votre onboarding, on en parlera après. Chez Frischti, Florie, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est une entreprise tout intégrée, donc on a plusieurs activités, puisqu'on a carrément une cuisine, donc voilà, on a des centres logistiques et on a un siège. Donc assez rapidement, en fait, quand la boîte a grossi, c'est devenu hyper important que les gens réalisent ce qui se faisait ailleurs et ce qui n'était pas sous leur nez. Donc on avait aussi la problématique de la localisation à des endroits hyper différents et sur des métiers hyper variés, et néanmoins qu'il était essentiel de comprendre, quoi. Donc là c'est un peu identique avec Welcome to the Jungle. L'idée c'était de faire comprendre à chacun les métiers de chacun et qu'il y ait une meilleure compréhension en fait, de chaque pôle, si je comprends bien. Exactement. Jérémy, je vais repasser à toi pour le sujet de l'onboarding. Justement, quand vous avez décidé de le lancer, j'imagine que c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment commencer. Par où on démarre? Alors on n'avait aucune idée. Surtout qu'en plus moi personnellement j'avais fait 3-4 boîtes avant et que j'avais toujours eu un onboarding j'allais dire de merde, mais pas terrible, on va dire. Parce que j'étais, notamment par exemple ma première boîte, je m'en souviens, j'étais arrivé le premier jour, personne n'était au courant que j'arrivais, j'avais pas d'ordi, j'avais rien du tout, et donc j'ai attendu pendant 4 heures parce qu'on l'a tous vécu, que quelqu'un daigne s'adresser à moi en me demandant ce que je faisais là. Donc on a essayé de faire mieux que ça.
La première étape qu'on a fait, je pense qu'on l'a tous fait, c'est que on allait sur LinkedIn et sur d'autres sites, on a tapé onboarding sur Google, et donc on a vu plein de photos que je pense qu'on connaît tous. Vous savez, vous voyez le bureau du type chez Uber ou chez Facebook, et donc du coup ils ont un super suite, un super mug, un ordi Canon, un iPhone 10 même s'il n'est pas encore sorti et tout ça. Alors nous on n'avait pas exactement le même budget, mais en tout cas ça nous a amené à réfléchir à deux trucs. Le premier, c'est déjà que le design et la manière dont on présente les choses a un rôle essentiel, encore plus chez nous où je pense que cet aspect esthétique il a un rôle essentiel dans la boîte. Et le second point, c'est au-delà de tout ce qui peut être un peu sympa et un peu goodies, qu'est-ce qu'on a réellement besoin pour commencer. Et nous, c'est vrai que ce qui nous a pas mal marqué, c'était aussi que le premier jour, ça peut potentiellement être le jour le plus stressant pour quelqu'un qui arrive dans une boîte. On ne sait pas trop où on est, on a réussi les entretiens, donc on est content, mais on arrive, on connaît personne. Moi, par exemple, je me souviens, mes premiers jours, je me demande toujours, l'heure du déjeuner, c'est un truc que j'appréhendais à fond, quoi. Est-ce que quelqu'un va daigner venir me chercher pour m'acheter un sandwich, et parler avec toi, oui. Voilà. Et idéalement, il y avait quelqu'un. Et donc voilà, donc on a essayé de faire en sorte que ça se passe au mieux. Et donc par exemple, je crois que notre kit d'onboarding, il est là-bas, donc vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et donc dedans, on a mis tout le contenu nécessaire pour s'appréhender au mieux la boîte. Donc les infos pratiques, comme ça vous n'avez pas besoin de les demander à d'autres, le trombinoscope, les infos liées à vraiment, disons, au process de la boîte, les valeurs, le contenu qu'on produit. Comme ça vraiment, vous avez déjà du temps pour vous préparer. Et le dernier point, c'est qu'on a pendant 2 semaines, en fait, toutes les journées de la personne sont bookées par des rencontres avec les différents pôles et qui sont mi-théoriques, mi-pratiques. Je vous donne un exemple concret, puis après, parce que sinon ça va être long, mais par exemple, on a une très grosse activité de production de contenu chez nous, et donc il y a un mix entre rencontrer l'équipe, qui vraiment précise ce que chacun fait, et ensuite vous avez la possibilité d'aller à 1 ou 2 tournages dans des boîtes clientes pour vraiment comprendre le métier, et on essaye de faire ça pour tous. Mais alors explique-nous un peu comment justement on en arrive justement à créer un package sur une table lorsque le premier jour le collaborateur arrive. Comment ça a été pensé tout ça? Parce que j'imagine que c'est pas. Est-ce que vous avez benchmarké, vous avez regardé les entreprises, vous avez été influencé par d'autres boîtes qui faisaient la même chose? Est-ce qu'il y a une équipe dédiée à ça? On a beaucoup benchmarké. Après, nous, on a une chance extraordinaire, je pense, c'est que on rencontre beaucoup de boîtes autour de nous. Par exemple, c'est tout con, mais moi, je m'étais vachement penché sur l'académie Doctolib. Du coup, je spoil un peu la suite, mais la Doctolib Academy, pardon, justement, je suis pas bon sur le marketing. La DA. Exactement. Et plein d'autres choses qui sont faites en France, parce qu'il y a plein de choses qui sont faites en France et aussi à l'étranger. Et nous, ça a vraiment décollé quand en fait l'onboarding, ça a cessé d'être une sorte de préoccupation, une sorte d'une nébuleuse chez nous, où on s'est dit c'est vraiment important, il faudrait qu'on le fasse. Et du coup, on a commencé un peu à picorer certains trucs, à les mettre. Et ça a vraiment débuté quand il y a eu 3 personnes dans la boîte qui sont emparées du sujet et qui l'ont mené à bien. Donc il y a 3 personnes qui sont, je pense, toutes les 3 ici. Et qui avaient une appétence pour ce sujet-là, et c'est toi qui Ouais, exactement. En fait, on a demandé, tout simplement. Ouais. Et pour d'ailleurs vous l'expliquer ensuite, qui sont emparés du sujet. Donc dès qu'on a une personne qui arrive à une date précise, c'est elle qui prépare l'onboarding, donc les rendez-vous avec chaque pôle, la préparation du kit sur le bureau, etc. Donc comme ça tout est nickel. Et elle prépare ces 2 premières semaines. Et puis d'ailleurs à la fin du mois, la personne qu'on a embauchée fait une sorte de rapport d'étonnement à une des 3 personnes. D'ailleurs quel que soit le niveau hiérarchique, c'est ça aussi je pense qui est intéressant pour voir si d'ailleurs l'onboarding s'est bien passé et si on peut le perfectionner. Donc si je comprends bien, en fait chez vous c'est une squad, on peut appeler ça comme ça, c'est 3 personnes qui sont portées volontaires mais qui pour autant qui travaillent pas forcément dans le même pôle, qui peuvent avoir 3 univers différents, tout à fait. Et qui travaillent justement sur ce sujet d'onboarding. Exactement. Et le progrès fait dessus, il est énormissime, puisqu'en plus déjà il est régulier, donc on ne se rate plus là-dessus, on n'oublie rien. Et c'est vrai que c'est encore une fois il y a pas mal de personnes là dans la pièce, vous pourrez leur demander, Quentin il pourra vous dire comment ça s'est passé, est-ce que c'était tout récent. Je pense que c'est un énorme atout, et c'est ce que tu disais aussi, pour amener les gens en fait dès le début à bien s'approprier la boîte. Et moi ce que je trouve aussi fondamental, c'est au bout de 2 semaines entre guillemets, on peut se dire si on a fait le bon choix, quoi. Est-ce que ce qu'on a imaginé de la boîte en amont, est-ce que en fait c'est bien la réalité? Donc c'est pas, toi tu le vois pas forcément comme un test
une fois que la personne arrive et que tu dis est-ce qu'elle est encore pendant la semaine qui va arriver ou les 2 semaines qui vont arriver C'est d'intégration. plutôt un test pour nous, quoi. C'est un test pour vous. Enfin, moi, par exemple, quand quelqu'un nous a dit oui, je suis hyper stressé. Parce que je me dis, c'est une responsabilité qu'on a. Et du coup, faut pas, toi, on n'a pas intérêt à se louper. Et donc, quand la personne arrive, elle se fait une certaine idée de la boîte. Je pense qu'on a tous en plus, par exemple, les trois, des boîtes avec des univers particuliers où les gens s'attendent à quelque chose, à une esthétique, à une qualité de produit, à une efficacité, tout ça. Et donc, du coup, quand les gens arrivent, en fait, moi, par exemple, j'ai fait 7 ans de finance. C'est l'univers assez facile d'arriver et d'être déçu au bout de 10 minutes, quoi. Et donc, c'est hyper important de maintenir ça. Pour moi, l'onboarding, c'est un peu le test suprême pour l'entreprise, plus que pour les salariés. Merci Jérémy. Florie, comment ça se passe vous qui s'occupe de l'onboarding comment vous qui le pense, qui le crée, comment il est pensé? Alors, en fait, déjà, pour revenir sur le premier jour Ouais. et à quel point ça peut être compliqué, moi, je me souviens, mon premier jour, j'étais dans une cave. Donc déjà, c'était vraiment pas top. C'était genre un bric-à-broc de bureau. Voilà, j'avais pas d'ordi. Et sur le déj, ça peut vraiment être la catastrophe chez Frishti parce qu'en fait, on mange Frishti tous les midis. Donc Ouais. ça, c'est super. Ça fait partie des perks voilà, de tout le monde. Mais sauf qu'en fait, on est livré après le service. Donc en gros, là, mon premier jour, on me dit tu verras, il y a une chaîne Slack, tu regardes et on lancera le déj, quoi. Et en fait, 13h30, 14h, 14h30, je ne voyais pas le déj arriver. Et au final, on a été livré à 15h et moi, j'en pouvais plus. Et ils savaient tous ce qui se passait, mais personne ne m'avait prévenu. Et donc ça, c'est des petites choses toutes bêtes, mais en fait, qui sont hyper importantes à expliquer aux gens. C'est-à-dire, en fait, chez nous, on mange assez tard. Là, typiquement, de temps en temps, il y a des problèmes. On peut ne manger qu'à 15h. Va t'acheter un petit truc à 11h parce que tu risques d'avoir vraiment trop faim. Voilà. Donc, qui est-ce qui pense l'onboarding et qui est-ce qui... Alors, nous, en tout cas, moi, j'ai vachement travaillé avec notre Office and Happiness Manager, Ouais. qui est celle qui run le sujet au quotidien, quoi. Et en fait, en gros, pour répondre à ta question, le premier jour est hyper important. Donc typiquement la première matinée, il y a vraiment ce rendez-vous avec elle, il y a le rendez-vous avec les RH aussi pour tout ce qui va être contractuel et poser toutes les questions. Et après, nous aussi on a une espèce de pack de welcome dans lequel on met des choses du type FAQ évidemment, Ouais. mais aussi ce qu'on appelle le frichtibulaire parce que on a un jargon pas possible. Alors, on a toujours l'impression qu'on a le pire jargon du monde. Je pense que vous avez votre jargon aussi à vous, mais typiquement les gens sont hyper perdus de tous les termes qu'ils entendent, donc c'est hyper sympa et voilà. Et c'est aussi l'occasion de leur expliquer à quoi vont ressembler leurs prochaines semaines avec toutes les étapes. D'accord. Et donc une grosse étape, c'est l'immersion. Je sais pas si tu... Alors on va y revenir après. Okay. Non mais l'idée c'était essayer de comprendre un peu comment était pensé un peu justement ce pack. En fait on s'est assez peu inspiré de l'externe, je pense. C'est du Made in Frishti. Ouais. Enfin après moi j'ai quand même des expériences passées d'onboarding pourries dans d'autres boîtes aussi. Ouais, donc, même des grosses boîtes. Tu as fait un peu l'inverse de ce que tu as eu, de ce que tu as fait un peu ce que tu voulais avoir. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc là donc vous c'est quoi, je crois que j'ai vu je vois des ballons chez vous quand je viens dans alors on essaie de faire un truc mignon parce qu'on trouve que c'est sympa mignon. Quand même d'avoir un petit truc mignon avec un petit ballon avec des petites goodies, enfin après c'est tout bête mais c'est le petit carnet Frishti, le stylo, le petit mug sympa. Et surtout voilà, ça fait quand même un petit effet waouh d'arriver son premier jour et de voir que son ordi est prêt et qu'on se sent attendu en fait. Bien sûr. Et donc on te délivre tout ce pack avec ce qui va ton programme en fait de ton Frishting. Ouais. Donc c'est le nom qu'on a donné à notre super immersion, super onboarding et toutes les étapes qui vont avec. Et on y reviendra justement après. Voilà. Mathieu, chez vous comment ça a été pensé chez Doctolib cet onboarding? Je vais juste commencer par raconter un peu ma vie aussi, puisqu'ils l'ont fait. Donc Avec plaisir. En fait, moi, ma première expérience d'onboarding, c'est qu'en fait, avant de commencer en start-up, je bossais en finance. Et donc, mon premier job en start-up, ça a été de lancer une start-up en France. Et j'étais le premier employé de cette start-up du coup. Et en fait, j'ai été un peu obligé de m'onboarder moi-même parce que j'étais le premier employé. Donc, quand je suis arrivé, j'étais tout seul, quoi.
dans un tout petit bureau. Et donc du coup, ça a été de se faire tout seul aux outils, aux façons de bosser. Et venant d'un monde totalement différent, pour moi, ça a été un peu une prise de conscience, entre guillemets, qui m'a fait me rendre compte de tout le chemin qu'il y a à faire quand quelqu'un arrive dans un premier jour, tout ce qu'il doit apprendre pour devenir efficace. Donc voilà, ça c'était mon expérience à moi. Et ensuite, après, chez Doctolib, alors j'ai oublié ta question, voilà, forcément. Alors, qui pense justement l'onboarding chez ouais. vous? Dès le point de démarrage, comment on le conçoit, comment on le pense? Alors, ça a été donc Doctolib, ça fait 4 ans qu'on existe, et donc ça a été pensé au début parce que le CEO Stan a voulu l'impulser dès le début, parce que pour lui c'était hyper important qu'on ait ce programme d'onboarding pour faire en sorte que les gens... Donc vous, c'est né du CEO. Ouais. C'était vraiment une volonté de sa part, et c'est né dès le début. Ouais, très Tout de tôt. suite, il n'y Ouais. a pas eu besoin d'un constat. Lui, c'était en lui, et il voulait tout de suite que ça soit... En tout cas, dans sa version, tu vois, la première version, la version la plus primaire du truc, ça a vraiment été un besoin du CEO de dire, il faut que quand les gens ils arrivent chez Doctolib, il faut qu'ils comprennent ce que c'est Doctolib et l'histoire de Doctolib et pourquoi on le fait, quelle est la vision, etc. Et donc en fait, ça a été vraiment le début. Et après, c'est toujours le cas, parce que quand on commence chez Doctolib, la première session qu'on a, c'est un discours de Stan, le CEO, où là il va vraiment expliquer l'histoire de Doctolib, pourquoi il a voulu créer Doctolib, et vraiment le cheminement qui l'a amené à monter cette boîte. Et donc ça, c'est resté. Et après, bien sûr, on a beaucoup évolué. Donc l'idée à la base, elle a été propulsée par Stan. Ensuite, elle a été reprise par notamment la team Sales Operations, dont Léo était un membre éminent, et il est toujours d'ailleurs. Et donc ça a été reprise par une team qui est là pour bosser à l'efficacité des sales. Et en fait, nous on l'a pensé comme ça au début, c'est-à-dire comment faire en sorte que les sales soient les plus efficaces possibles. D'accord. Parce que pendant longtemps, dans nos promotions, il y avait une grande partie de sales, et donc on s'est dit, ok, comment faire en sorte qu'ils soient le plus efficaces possible. Et ensuite, petit à petit, aujourd'hui, on est en train de diversifier ce suivi-là, et finalement, il y a plus de owners que ça. Donc maintenant, il y a la team Talent qui s'en occupe aussi. Il y a toujours la team Sales Ops. Et donc, il y a de plus en plus de teams qui sont owners de ce sujet-là, en fait. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup de développeurs, il y a toute une partie technique. Quand justement l'onboarding était fait pour des sales, comment ça se passe justement, comment vous adaptez justement votre onboarding, parce que aujourd'hui, il y a plusieurs pôles. Là, on est en train de faire cette adaptation. Ça veut dire que jusqu'à il y a quelques mois, on était encore hyper sales. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte qu'en fait, il y a pas que le sales dans la vie. Je veux pas que Stan m'entende, mais il n'y a pas que le sales dans la vie. Donc, mais en fait, on se rend compte que factuellement, en fait, dans une promo de 10, 15, 20 ou même plus, il y a parfois qu'une moitié de sales. Donc, en fait, on se pose la question, comment on fait pour onboarder les non-sales? Parce qu'on sait bien onboarder les sales. On sait peut-être un peu moins onboarder les non-sales, les devs, les gens qui sont au service client, les gens qui sont au marketing. Et donc là, on se pose vraiment la question, ok, qu'est-ce qui est vraiment important et c'est quoi le tronc commun? Et après, c'est quoi le truc qu'on peut décliner en fonction de la position de la personne, en fait. Mathieu, tu parlais de promo, ça me fait penser justement qu'il y a une Doctolib Academy chez vous. D'où ça sort un nom pareil? Je sais pas d'où ça sort. Je sais pas si non, c'est pas. Je crois que ça doit être encore Stan. Je sais pas d'où ça sort à la base. Voilà, c'est intéressant. C'est encore une idée de Stan ou c'est Je sais pas comment on a décidé pourquoi on a décidé de l'appeler comme ça. Je pense qu'en fait nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au fur et à mesure, on s'est dit que c'était plus simple de faire venir les gens le même jour chaque mois. Donc en fait, on a juste des gens qui arrivent. Là, ça va être le 3 octobre, mardi 3 octobre, c'est ça? Ouais, donc mardi 3 octobre qui commence. Donc du coup, on s'est dit, on va tous les faire commencer le même jour. C'est plus simple pour des raisons opérationnelles, etc. Et donc on s'est dit, c'est un peu comme une promo qui commence, sauf qu'il y en a tous les mois. Et c'est peut-être comme ça que c'est venu, en fait, je pense. Et c'est pas du tout dans une histoire de branding ou de vouloir attirer les talents étant différenciant par rapport aux autres boîtes qui, pour le coup, l'onboarding, c'est vraiment pas un sujet. Et vous créez carrément une barrière à l'entrée en disant, nous, on est un peu les tauliers sur l'onboarding. On s'appelle Doctolib Academy. Je pense pas qu'au début, ça a été brandé comme ça. Je pense que ça a vraiment été, ok, on a donné un nom parce qu'on a bien donné des noms et parce que ça nous permet de créer un engouement autour du programme. Après, je pense que maintenant, oui, effectivement, ça peut devenir un élément de branding, ça peut être un truc sur lequel on communique, mais à la base, c'était vraiment pensé comme un truc hyper utile et un truc qui nous permettait d'accueillir le mieux possible les gens qui arrivaient, en fait. T'es jaloux du nom? Tu peux trouver mieux, je pense. Florie, je vais revenir sur toi, justement, concernant l'intégration des arrivants chez Frishti. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui peut le surprendre? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe pendant sa première semaine? Alors, sa première semaine, donc... D'ailleurs, il dure combien de temps? L'intégration, ça dure combien de temps chez vous? Alors, nous, on conçoit l'intégration sur à peu près 15 jours. Voilà.
On se dit que donc nous on prévoit en tout cas un cadre de 15 jours. Après évidemment que l'intégration est beaucoup plus long terme et enfin je pense qu'on en parlera après. Mais en tout cas la première semaine, donc typiquement un élément temps fort qui peut surprendre, c'est le Friche Team. Donc en fait toutes les semaines, toutes les teams se réunissent et évoquent déjà les chiffres de la semaine et les projets en cours en fait. Les problèmes. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, on démarre toujours le Friche Team par la présentation des nouveaux. Okay. Et donc là, on a des nouveaux qui sont obligés de venir. Donc c'est de plus en plus impressionnant. Moi, quand j'ai démarré... Donc ils viennent devant tout le monde, ils se présentent devant toute l'assemblée et ils disent exactement, je m'appelle Michel. Et ils doivent dire où est-ce qu'ils travaillent, dans quelle équipe, auprès de qui, d'où ils viennent. Et après, ils doivent raconter un fun fact. D'accord. Et donc ça, c'est le truc en général qui reste. D'accord. Parce que tu peux avoir des fun facts complètement improbables du type où tu t'évanouis carrément pendant ton fun fact. Ça nous est arrivé. Ils sont prévenus. Au bout d'un moment, c'est impressionnant. Tu vois, 70 personnes. Donc, on avait une petite stagiaire qui arrivait et qui s'est évanouie. Voilà. D'accord. Et donc on a des petites histoires comme ça assez sympas ou des trucs. Enfin donc maintenant moi quand quelqu'un arrive dans mon équipe j'essaie de checker le fun fact d'avance. Okay. Mais en général c'est un peu marquant et c'est assez cool parce que. Mais ils sont au courant qu'ils doivent faire ça ou ils sont les managers pas trop salauds les préviennent un peu avant. Non en réalité ils sont prévenus parce que quand leur premier jour on leur dit voilà ce qui va t'arriver pendant les 15 jours on les tient au courant et après c'est sympa que ce soit aussi un petit peu spontané. Donc on n'essaie pas non plus de les briefer à fond. Donc pour ceux qui ne s'évanouissent pas, il y a un petit pitch, le fun fact devant toute l'assemblée le premier jour. Voilà. Et après on continue. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Et alors après donc les autres éléments des 15 jours à peu près. Ouais. Vraiment par étapes, pas forcément. Ouais, le gros temps fort, hormis de faire une arrivée première matinée un peu waouh, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Ouais. Donc en gros ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'en fait on veut que chaque salarié, même s'il est développeur mettons, comprenne ce que fait notre cuisinier. Donc il va aller à 6h du mat dans notre grande cuisine centrale et il va d'abord avoir une visite du labo. Et ensuite il va ce qu'on appelle il va dresser. Donc dresser c'est en fait sur place donc en cuisine et ensuite il faut faire le dressage des plats donc dans nos contenants et donc on a des fiches techniques 100 grammes de pâtes XY ingrédients. Donc il met les mains dedans quoi. Exactement. Et donc ça il le fait pendant 3 heures avec sa Charlotte voilà. Donc ça c'est le premier point et puis après il part dans un centre logistique où en fait il va tout au long de la journée voir un peu il va suivre un plat frichti quoi. Il suit le produit, d'accord. Exactement. Okay. Donc il va packer, il va alors on n'a pas fait d'immersion livreur encore même si ça a été pas mal demandé. Et voilà et puis ensuite il part au service client. Pourquoi vous faites pas justement de parcours livreur parce que c'est compliqué en fait il y en a quand même pas mal qui ont un petit peu peur du scooter. Qui sont pas hyper à l'aise. Voilà. Donc, c'est pas forcément d'accord. Exactement. Puis tu as des contraintes. Bien sûr. Et donc on l'a fait un petit peu, mais on l'a pas généralisé à tous, quoi. On l'a pas imposé. Ok. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme élément marquant ensuite, tu vas au service client et là derrière, tu gères les problèmes qu'ont pu générer les commandes ou des problèmes de production, voilà. Et donc ça te permet aussi de réaliser en fait l'impact de la qualité. L'exigence qualité que vous avez au quotidien, de se rendre compte que ça démarre avec toute une chaîne. Exactement, de réaliser un petit peu la chaîne. Donc voilà. Comment c'est accueilli justement par le candidat ? Ouais, justement, ça marche. Ils sont hyper contents. Enfin, en général, tout le monde est ravi parce que certains n'ont jamais l'occasion d'aller se déplacer au sein de la cuisine, donc potentiellement ne pourraient le voir qu'aux soirées annuelles, par exemple. Donc c'est hyper fédérateur en fait. Et ça leur permet aussi de se plonger direct dedans, de comprendre dans quelle boîte ils sont et de voir que c'est une boîte assez particulière. Et en interne, parce que là on parle des candidats qui arrivent leur premier jour, mais aussi même les cuisiniers, comment ils accueillent aussi ça, le fait que les nouveaux arrivants ils sont contents, parce qu'à chaque fois c'est la même chose, ils doivent remontrer. Ils sont super contents de voir des gens du siège. Quand ils voient quelqu'un de l'équipage débarquer, ils posent plein de questions. Ils ont toujours plein de questions. Enfin, tu vois, c'est hyper du coup fédérateur aussi.
Bien ce sûr, niveau-là, ouais. effectivement. Et donc, comme tu disais, ensuite pour voir la chaîne, ils rencontrent les différents pôles, différentes teams. Ouais, et voilà. Et donc, exactement. pour la compréhension du produit aussi. Exactement. Donc après, on a d'autres éléments de temps fort. Déjà, en gros, nous, ce qu'on dit, c'est que et ça rejoint aussi ta question sur la genèse de pourquoi, Ouais. etc. C'est ce qu'on appelle l'ownership du manager. Donc de préparer vraiment ces 15 jours. Et donc dans les 15 jours, c'est lui qui doit... On donne ce cadre, mais c'est lui qui doit le jalonner d'étapes clés pour que son newbie à lui puisse réussir. Donc c'est lui qui doit aussi prendre le lead sur l'organisation des 15 jours et lui faire rencontrer en gros ses contacts clés et lui passer en fait toute sa connaissance. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, et puis après on a aussi des réunions, on a une réunion avec les fondateurs qu'on appelle le Frishti Morning, où là tu as déjà les fondateurs qui viennent pitcher la philosophie, les valeurs de la boîte, et chaque manager de pôle vient aussi expliquer son équipe, à quoi ils servent, leur mission, etc. Ok. Donc voilà, donc en fait, les nouveaux candidats ils sont tous ensemble là, pendant 15 jours. Est-ce qu'ils ou sont un peu séparés ou ils vivent pendant 15 jours Ouais, bah non. comme une promo, Alors nous, un peu on comme fait pas du comme tout chez une Mathieu. académie en fait comme Mathieu. Ouais. C'est-à-dire que on n'arrive pas du tout à faire en sorte que déjà si on est content si tous les nouveaux arrivent le lundi. Ouais. Mais grosso modo, c'est beaucoup évident, plus le bordel. Et donc non, on en a qui arrivent en permanence. Donc en fait, il y a toujours des nouveaux quoi. Il n'y a pas du tout cette notion de promo en fait. Donc c'est assez chronophage quand même, il faut quand même le souligner. C'est vrai que pour vous, c'est quand même à chaque fois, faut remettre une organisation. On ne pourrait pas faire des immersions, peut-être qu'on pourrait en fait, mais en tout cas on ne le fait pas. On ne fait pas des immersions hyper longues et immersions intensives quoi, dans des équipes comme le fait Doctolib. C'est plutôt one shot et puis quelques éléments qui viennent jalonner les 15 jours et qui se terminent par on essaie de... typiquement ça se termine normalement par une Frishtimony, donc en fait on te remet un diplôme, on te dit que tu as accepté dans la team Frishti, tu es adoubé, que tu as accepté mais plutôt que tu as réussi ton baptême du feu. D'accord. et que voilà. Ok. Non, pas vraiment, hormis il faudrait que je réfléchisse si on a eu des départs dans les 15 jours, mais non, on est plutôt sympa. Merci beaucoup Fleury. Mathieu, alors c'était 15 jours je crois chez Frishti. Chez vous, ça dure combien de temps l'immersion, l'intégration chez Doctolib? Peut-être que vous avez un jargon aussi, je sais pas comment ça s'appelle. Donc il y a la Doctolib Academy qui dure 15 jours du coup. Après, au-delà de la Doctolib Academy, nous ce qu'on essaye de se dire et la réflexion qu'on essaie d'avoir de plus en plus, c'est de se dire qu'en fait l'onboarding ça dure pas que 15 jours en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un écueil à se dire c'est bon, on a fait les 5 jours, maintenant débrouille-toi et c'est terminé. Parce qu'en fait on sait, en fonction du poste et en fonction de l'expérience d'un candidat, ça peut durer plus longtemps potentiellement. Donc nous il y a ces 15 jours là où finalement c'est un peu similaire à ce que disait Fleury, c'est-à-dire on va faire des immersions, des workshops, des présentations, ce genre de choses. On finit sur nous on travaille avec des médecins, donc on finit sur ce qu'on appelle un stage de 2-3 jours dans un cabinet de médecin. Donc c'est comme ça qu'on finit la Doctolib Academy. Et après ce qu'on essaye de se dire c'est comment on peut continuer à accompagner les gens qui arrivent tout au long de leur vie de new joiner. En fait, ils vont dans un cabinet de médecins. À la fin de la Doctolib Academy, tous les gens qui sont sales ou qui ont une fonction qui se rapporte directement à nos premiers clients, qui sont les professionnels de santé, eux, ils vont passer entre 2 et 3 jours dans un cabinet de médecins pour voir concrètement comment les médecins travaillent et comment les médecins utilisent notre produit. Pour nous, c'était important de l'avoir et ça a été fait relativement récemment. Toujours dans cette compréhension du métier, de comprendre. Voilà. Ouais. Encore une idée de Stan, décidément. Et donc là, on l'a implémenté. Donc l'idée, c'est comment on les accompagne, comment ensuite on fait en sorte que ce ne soit pas juste 2 jours où en fait ils font rien. Donc même derrière ça, il faut avoir une réflexion. Et là, on essaie de s'améliorer un peu là-dessus pour le faire bien aussi. Et après, la question, c'est comment on continue après derrière à faire en sorte que l'onboarding en fait, il puisse durer 2, 3, 6 mois, même 1 an s'il le faut. Parce qu'en fait, c'est pas très grave la durée d'un onboarding. Plus c'est long et mieux c'est dans l'absolu. Oui, alors parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Jérémy, j'ai l'impression que chez vous, chez Welcome to Jungle, c'est assez intense. L'onboarding aussi, comme chez Frishti, chez Doctolib. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu déceptif finalement au bout d'une semaine ou de 2 semaines d'arriver, il s'est passé plein de choses et puis là on se retrouve un peu face à son ordi et puis on ne sait pas trop quoi faire.
J'espère que non. Déjà, je pense qu'après il y a aussi une réalité qui est forte, c'est que quoi qu'on dise, l'onboarding c'est une phase importante, mais que pas non plus de durer 1000 ans, parce qu'il y a la réalité concrète du métier et du terrain qui arrive. Nous par exemple, on a beau se dire qu'on va prendre du temps sur ça, il y a un moment aussi il faut que les gens attaquent un peu le sujet et rentrent concrètement. Peuvent pas faire que des rendez-vous de découverte ou autre, malheureusement. Donc, et même d'ailleurs pour eux, je pense que c'est hyper frustrant. Il y a un moment, on a un peu envie de rentrer dans le truc. Nous, je pense qu'on est sur le sujet encore une jeune boîte, dans le sens où on a passé beaucoup d'énergie sur l'onboarding, mais c'est vrai qu'après l'onboarding, il arrive une phase il y a un peu une phase de creux. Et typiquement, moi, je suis assez convaincu que l'onboarding il s'arrête au moment où commence la formation continue. Où ces sujets vraiment de structuration de la carrière, ou le moment où on pense en fait comment vont évoluer les gens et ce qu'on peut leur proposer, c'est à ce moment-là en fait où on passe dans une autre dimension. Et c'est vrai que nous, il y a un trou entre l'arrivée et ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un trou entre l'arrivée et tout le reste qu'on n'a pas encore vraiment traité, pour être honnête, chez nous, parce qu'on est encore tout petit et assez jeune. Et alors, il y a comme une question un petit peu de se poser, c'est que vous dites que ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, on vous réquisitionnez pas mal de monde dans l'histoire pour ça. Est-ce qu'il y a un coût ? Et est-ce que si toutefois il y a un coût, est-ce que vous arrivez à le quantifier et puis à vous dire c'est quand même un sacré trou dans le portefeuille, ou finalement c'est pas un sujet pour vous ? Je commence avec notre portefeuille. C'est un coût qui est, je trouve, financièrement nul. Dans le sens où, par exemple, nous, ce qu'on fait, je parle concrètement de papier et de produits, ça doit représenter grosso modo 100 € par personne. Donc, qui est une somme qui est extrêmement faible. Si on le rapporte, souvent on rapporte ça par exemple à un salaire moyen pour une personne. Donc, quand on compare ça, par exemple, il y a pas mal d'études qui estiment, vous savez, le coût d'un onboarding raté dans une boîte quand la personne part, et souvent ça représente 3 fois le salaire de la personne. Alors, c'est un chiffre qui varie, mais la plupart des études démontrent que c'est ça. Donc, quand on compare les 100 balles à ça, le calcul il est vite fait. Je pense que le principal coût, c'est le coût humain et le coût en temps. On avait fait ce calcul par exemple chez nous et on estime que l'onboarding chez nous, entre guillemets, il coûte une 30aine d'heures aux équipes pour faire vraiment... Par équipe ? En tout. En tout. D'accord. Pour vraiment faire les choses correctement. Et ça ne comprend pas par exemple les heures quand on partage un rendez-vous commercial ou quand on est en tournage, parce que ça c'est des heures de travail quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que c'est assez coûteux pour l'entreprise. Alors nous on n'a pas 30 personnes par mois, donc nous déjà quand on onboard 4 personnes d'un coup, on est un peu sidéré par le sujet, quoi. Ça fait 10% de la boîte, on ne sait plus ce qui nous arrive. Donc c'est vrai que c'est assez exigeant là-dessus, mais on pense que les 30 heures passées, elles valent infiniment plus que la suite, où en fait déjà les gens vont se sentir moins à l'aise dans ce qu'ils font et finalement en fait vont demander plus de choses aux gens, et in fine on est assez persuadé que ça leur coûtera plus. Et puis honnêtement c'est vrai qu'on a toujours pensé, on a toujours été convaincu que ce temps-là il avait beaucoup de valeur et qu'on y gagnerait à terme. Toi Mathieu, justement avec une machine comme la tienne. Je suis d'accord, même si on est nombreux et même s'il y a 30, 40 personnes ou potentiellement plus, je pense que c'est faut le voir comme un investissement. Et en fait, je me rends compte que souvent les gens ils sont prêts à dépenser beaucoup sur le recrutement, c'est-à-dire des annonces, plein de choses qui sont faites sur le recrutement, et en fait l'onboarding c'est un peu le parent pauvre, alors qu'au final si on veut créer la meilleure team possible, c'est recrutement fois onboarding. Si tu fais juste du recrutement mais que t'onboardes personne, en fait ta team elle sera pas une team de qualité. Donc pour moi en fait je pense que d'une, on dépense beaucoup moins que ce qu'on pense sur l'onboarding, et c'est pas si cher que ça quand on rapporte à ce que tu disais, à l'investissement que c'est et au retour qu'on peut avoir. Et par rapport à tout ce qu'on fait sur le recrutement, je pense qu'on est encore très loin. En fait, si on faisait autant de choses sur l'onboarding que sur le recrutement, on aurait là un onboarding vraiment de qualité. Et on n'en est pas encore là, je pense. En tout cas, nous, personnellement, chez Doctolib, je pense qu'on essaye d'y aller, mais on est, je pense, peut-être meilleur sur le recrutement que sur l'onboarding pour l'instant. D'accord. Et techniquement, on peut faire les deux aussi bien, quoi. Mathieu, je te garde 2 secondes. Je sais que vous développez beaucoup en Allemagne. Est-ce que l'onboarding, on sait que les cultures allemandes sont différentes de celles de la France, on ne parle même pas de culture d'entreprise, voilà, est-ce que vous adaptez votre onboarding en fonction du pays dans lequel vous vous implantez ?
Bonne question, ouais. Effectivement, c'est vrai que nous, on a lancé l'Allemagne il y a à peu près 1 an et donc on s'est dit on va reprendre la même structure d'onboarding en Allemagne parce que finalement on veut créer la même boîte avec le même succès en Allemagne et donc on s'est dit bon, on va reprendre le programme d'onboarding et donc on l'a calqué exactement comme ce qu'on faisait en France et ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que sur les feedbacks qu'on recevait de l'onboarding, il y a des feedbacks qui sont un petit peu différents en Allemagne et ça a certainement à voir avec les différences culturelles et là en fait on est en train de se rendre compte que ça vaut peut-être le coup de différencier un petit peu. Par exemple en Allemagne, nous ce qu'on a vu, ce que j'ai senti en regardant les feedbacks, c'est que les Allemands, pour une raison que j'ignore, mais ont besoin de maîtriser des choses beaucoup plus rapidement. Alors que peut-être qu'en France, ça nous dérange pas trop d'être dans un truc un peu plus scolaire, où en fait, voilà, c'est tranquille. En Allemagne, ils ont besoin de pouvoir maîtriser les trucs hyper vite. Sinon, pour eux, c'est comme si ils perdaient leur temps, quoi. Alors, je fais un peu des raccourcis, pardon. Ils veulent tout de suite mettre les mains dedans et et moins donc, dans la théorie et plus dans la pratique tout de suite. Ouais. Et du coup, on a un petit peu changé le programme d'onboarding pour le rendre un peu plus carré, un peu plus basé sur l'ownership et sur la maîtrise des trucs. Et donc on va voir, là c'est un test, on va commencer la semaine prochaine, donc j'espère que ça va marcher. Mais donc ouais, on se dit qu'il faudra peut-être adapter, et si demain on fait l'Italie, peut-être qu'il faudra faire totalement différent. On va pas commencer à 8h du mat, je sais pas. Mais en tout cas, on verra ce qu'il faudra. C'est une mauvaise blague, pardon. Mais pourtant nous on est tranquille. Hein. Ouais. Et donc voilà, on s'est dit qu'il faudra peut-être potentiellement adapter en fonction des différentes cultures, ouais. Florie, là on parlait justement, Mathieu parlait de feedback. Comment vous arrivez à avoir un suivi justement de ce qui s'est passé pendant cette intégration, le vrai feedback justement de ces 2 premières semaines, comment vous avez le ressenti, comment vous avez à reprendre le pouls de tout ça? Alors en fait on fait des rapports d'étonnement. Donc c'est un nom bien old school mais hyper utile. On s'est aperçu récemment d'ailleurs qu'en fait on n'en faisait pas suffisamment usage et qu'en fait au fur et à mesure on s'était habitué et qu'on les regardait pas assez. Donc typiquement on vient de changer notre pratique et on va faire des comités de rapports d'étonnement. D'accord. En gros, tu viens pitcher ce que tu as aimé, moins aimé, et surtout les idées que tu as, ce qui t'a surpris, ce qui te semble aberrant dans l'entreprise. Et donc l'idée, c'est vraiment de profiter de cet œil neuf. Voilà. Donc ça, c'est le suivi. Et les collaborateurs arrivent à dire quand même, parce qu'ils sont tout nouveaux. Je me mets à la place d'un nouveau collaborateur. Est-ce que c'est facile au bout de 15 jours de dire, je peux comprendre qu'on puisse j'ai aimé ça, mais dire ça j'ai été moins. Est-ce qu'il y a une forme de, on arrive vraiment à être jusqu'à ce niveau d'honnêteté? Ouais, alors on n'a pas encore lancé les comités entre guillemets, donc on ne sait pas s'ils iront jusque-là. En tout cas, dans les rapports d'étonnement, même s'ils disent pas, voilà, j'ai trouvé mon onboarding pourri, ils te laissent des petites miettes, des petites petits indices, exactement, où tu te dis, là, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, ça te donne des indications. Bien sûr. Et puis surtout, ça, après, d'un point de vue business, le fait qu'ils s'étonnent de certaines choses a vachement de valeur en fait, parce que vous savez ce que c'est, on fait les choses d'une certaine manière et en fait c'est hyper important qu'on puisse se remettre en question, et donc on pense que ces nouveaux là avec leur œil neuf et leur regard étonné, ça peut carrément aider. Et donc on a plusieurs histoires de fois où parce que un tel avait fait son onboarding, dans son rapport d'étonnement avait écrit mais je comprends pas pourquoi vous faites ça, derrière ça nous a aidé à est-ce qu'on peut savoir d'ailleurs si vous avez des petits jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu des points forts, des points faibles? C'était quoi finalement vos points faibles d'ailleurs est-ce qu'il y a eu des rapports comme quoi vous étiez surpris, vous pensez que c'était super? Concrètement, alors c'est très lié à la logistique typiquement, parce que on se base beaucoup sur l'immersion, donc ça va être des choses comme ça, ou alors après ça peut être par exemple la communication entre les équipes, où j'ai pas trop compris pourquoi telle équipe et telle équipe se Slack mais vont pas se voir, voilà, c'est ce genre de choses. Plus concrètement c'est plutôt ça. Jérémy, et vous aussi, vous avez un comité ou un rapport d'étonnement qui est fait au bout de la première semaine. Et puis, est-ce que pareil, c'est la question aussi, est-ce que vous avez remarqué justement des points faibles et des points forts que vous pouviez avoir? On a un rapport d'étonnement, on a le même mot, très corpo, qui va bien. C'est pas très jungle ça. Hein. Non, mais en fait, ça exprime assez bien le. Non, c'est vrai.
un jungle report, on a changé, ça y est. Ça veut rien dire, mais c'est mieux. Mais qui exprime assez bien le sujet. Nous, c'est au bout d'1 mois, et la particularité chez nous, c'est que en fait, il est fait par une des 3 personnes qui s'occupe du suivi onboarding. Donc, par exemple, Aurélia qui est là, qui a organisé par exemple, la soirée de ce soir, va faire le rapport d'étonnement d'une personne qui est dans une équipe différente de la sienne, et quel que soit le niveau hiérarchique entre elles. Voilà, ça c'est pas le sujet. D'accord. Et du coup après on va s'inspirer. Et vous le faites au bout d'1 mois, c'est pas juste après le. Exactement. Vous le faites pas à chaud. Vous le faites pas à chaud. Grosso modo 1 mois. D'accord. Non, ce que serait qu'à chaud, c'est un peu plus dur à faire. Nous, ce qu'on a juste, c'est qu'on a une newsletter hebdo qui arrive tous les lundis, et dedans il y a par exemple quand une personne vient d'arriver, il y a sa petite citation sur l'onboarding, et donc c'est à 100% de taux de satisfaction. Donc je suppose aussi qu'il y a un peu de non-dit, mais parfois c'est bon de se faire plaisir. Voilà. Et après c'est vrai que ça a remonté pas mal de choses chez nous. Je pense que ça nous a beaucoup aidé à structurer le contenu. Qu'est-ce qu'attendent les gens dedans, enfin l'info. Je pense que ça c'est primordial. C'est vrai que par exemple nous on a beaucoup axé les choses sur une certaine esthétique, et parfois on prend trop de temps sur l'esthétique, et le fond c'est quand même le sujet principal. Et après l'autre point, je pense qu'il était important, il y a un exemple qui était frappant là-dessus, c'est l'onboarding aussi. Je trouve que la manière dont il est fait, ça donne une certaine idée, une certaine image de la culture de la boîte. Je trouve que par exemple l'immersion, la logistique, je trouve que ça, moi par exemple d'extérieur, je trouve que ça donne un sens terrain hyper fort, et ça rappelle quel est le produit, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que nous on essaye d'être bon là-dessus pour vraiment bien comprendre ce qu'est notre boîte. C'est pour ça que je pense que par exemple chez nous c'est important de mettre un focus sur le contenu et dans ce qu'on fait, et aussi de bien axer l'onboarding par rapport aux valeurs de la boîte. Et donc là, un exemple concret, par exemple, c'est au début de l'onboarding, moi j'avoue, j'étais tout feu tout flamme, en mode ça va être la journée de rêve. Et d'ailleurs, on voulait faire un free style midi, comme ça les gens ils peuvent commander, ils arrivent, en plus ils offrent ça à leurs futurs copains, c'est la folie. C'est limite s'il n'y a pas la bouffe qui vole dans les cieux, quoi. Et on avait pensé à un truc qu'on a fait au début, c'était d'offrir un Uber ou un chauffeur privé. Donc on demandait l'adresse de la personne, et on lui disait à 9h le lundi du mat, t'as un taxi qui t'attend, et t'arrives au bureau, quoi. Avec potentiellement... ça fait sourire, genre, je sais pas comment faut le prendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Et ce qui est très cool, hein, d'ailleurs que j'ai pas vécu. Moi aussi, je me suis onboardé tout seul parce qu'au début on était 2 dans une cave. Et en fait, c'était une idée en soi. D'ailleurs, on l'a fait avec quelques personnes dans la boîte. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu un retour qui était pas du tout celui qu'on attendait. Et qui était un retour déjà qui était très dis donc chez Welcome to the Jungle, c'est très paillette, voire en fait c'est peut-être que l'approche est un peu superficielle. Toi on veut t'en mettre plein la vue, alors que est-ce que c'est ça le sujet? Les réactions elles, étaient très différentes aussi en fonction des gens. Il y avait vraiment des gens qui disaient putain c'est de la balle, surtout ceux qui habitaient un peu loin. Ce qu'on n'avait pas pricé d'ailleurs dans le coût de l'onboarding entre nous, et ce qu'on s'est dit tout le monde habite à Paris, pas du tout. Et c'est vrai que ça on s'est vraiment posé la question, c'est est-ce que c'est la première image qu'on veut donner de la boîte aux gens? Est-ce que la première image qu'on veut donner c'est un mec dans une voiture noire qui t'ouvre la porte? Voilà. Et d'ailleurs on a décidé de pas le faire. Vous avez arrêté? On a arrêté, ça n'a pas duré très longtemps, et d'ailleurs ces retours, je pense que, moi en tout cas, m'ont beaucoup marqué, parce qu'on pensait que c'était pas forcément ça, ce qu'était Welcome, c'était pas forcément ça qu'on voulait apporter aux gens. Et ce qu'on voulait plus apporter aux gens, c'est que quand ils arrivent, je sais plus, l'un de vous deux a dit un truc pour moi qui est fondamental, c'est en fait on veut donner l'impression aux gens qu'en fait ils sont attendus. Ils ont fait entre guillemets l'honneur de nous choisir comme future boîte, et ça c'est hyper important. Donc quand ils arrivent, ils ont le welcome Michel, comme tu disais, on n'a pas encore des Michel, peut-être un jour, et avec tout ce qui suit, et voilà, et ça nous semblait être le plus important. Et vous aviez... Et ils ont un petit bon pour commander le midi dans la marque de leur choix. Voilà. Donc en fait c'est quand même un super retour, finalement on peut appeler ça un fail, on peut appeler ça comme on veut, mais finalement c'est un super retour, finalement c'est assez sain comme remarque, c'est à dire qu'en fait je ne vous retrouve pas en fait dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes. Et vous l'aviez pas perçu, vous l'aviez pas senti que c'était quelque chose. Vous étiez un peu. Moi j'étais dans la surenchère. C'est ça. Limite s'il n'y avait pas ta panoplie qui t'attendait dans le coffre du taxi. Toi, je me suis dit c'était possible. Après c'est vrai que je pense qu'au début l'onboarding en plus c'est. Moi personnellement j'étais super influencé par aussi tous les trucs américains.
où toi t'arrives et les mecs, toi ils sont habillés de la tête aux pieds, quoi. Chose d'ailleurs en plus que je trouve quand même assez spéciale. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, naturellement, l'onboarding, t'as tendance aussi à le penser très goodies. Et je pense qu'en fait, c'est un peu l'expérience qui nous a dit que ça, il y a un côté sympa. C'est clair qui est indéniable. Je pense qu'on a tous vécu ça et on est content d'avoir quelque chose qui appartient à la boîte et qui nous donne ce sentiment d'appartenance, mais que quand même le fond du fond, il est critique et il faut le travailler. Et d'ailleurs, nous, notre onboarding est complètement work in progress. Là, on l'a refait il y a un mois et demi. Il est extrêmement perfectible, hein, clairement. Et en plus, au-delà du contenu qu'on voit sur la table, il y a en fait tout ce qui est l'immersion, par exemple. Finalement, c'est ce que les gens attendent clairement, quoi. Mathieu, chez vous, chez Doctolib, le suivi après, comment ça se passe justement? Et puis est-ce que, comme chez Jérémy ou chez Floride, on nous a pu vous apercevoir dans les retours qu'il peut y avoir des petits loupés? Alors pour le suivi, nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait des quiz en fait à la fin de chaque session. On demande aux gens, déjà on pose des questions sur ce qui a été dit pour être sûr que le savoir a été un peu intégré. Et ensuite après on demande un retour sur la journée et sur globalement comment la journée se passe. Ensuite après là on a rajouté des choses. Donc on a mis en place un système où on conseille aux managers d'appeler les nouveaux venus le soir du premier jour ou à la fin de la semaine, etc. pour avoir du feedback. On a aussi un système de buddy aussi où c'est des gens qui vont aider les nouveaux à un peu s'intégrer et puis à comprendre un peu ce qui se passe dans la boîte, dans les bureaux, enfin les trucs basiques. Mais donc le suivi importants. pour eux, il est assez live. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être tout le temps accompagnés et qu'on les lâche pas et que leur avis compte dès le premier jour. Je pense que c'est bien parce que je pense que quand on le planifie, on se rend pas compte, mais dans le suivi et dans le feedback, on peut faire toujours plus en fait. Alors, faut pas non plus harceler la personne toutes les 3 minutes, mais je pense que c'est pas un souci de demander chaque jour, prends une petite prise de contact, ça va, etc. Est-ce que tu as compris les trucs? Et donc ça on le fait. Et après, on a aussi des feedbacks qui viennent après la DA, où là on demande vraiment qu'est-ce que vous avez pensé de la DA, et après c'est ça qu'on utilise pour essayer de s'améliorer. Parce que comme tu disais, pour moi l'onboarding c'est un truc qui est toujours en mouvement. Donc en fait c'est pas on a un programme d'onboarding pour l'année 2018 et puis après vous allez tous y passer. On essaie vraiment d'améliorer ce truc et de le changer quasiment tous les mois. Ce qui demande beaucoup d'exigences et beaucoup de boulot, mais en même temps je pense qu'encore une fois c'est bien investi, quoi. Et alors justement dans les retours, est-ce qu'il y a eu des petits fails ou des petits Ouais, alors des fails, pareil, on nous a dit beaucoup en Allemagne que c'était trop scolaire, ouais, que le côté, ouais. Alors pour le coup on l'appelle Doctolib Academy, donc forcément on l'a un peu cherché celle-là, mais en fait on a beaucoup de contenu on veut que les gens intègrent pas mal de contenu parce qu'on veut qu'ils soient les plus efficaces possibles et les plus à l'aise possible, et donc on nous a dit que c'était un peu scolaire, en Allemagne notamment, et donc ça c'est un sujet qu'on essaye de résoudre, mais on n'a pas encore trouvé de trucs. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est rajouter plus de trucs concrets pendant la DA. Et ensuite, après la DA, continuer avec des calls ou des formations à distance. La DA, donc la Doctolib Academy. Doctolib Academy, ouais. pardon. Je croyais qu'il y avait le titre en haut. Non, ouais. Donc on a allégé un tout petit peu le contenu théorique de la DA, et en fait on alterne avec des trucs un peu plus concrets. Et après la DA, on fait des calls où là tous les nouveaux on va leur remettre un petit coup de trucs concrets sur les scripts de vente, sur le produit, etc. Et justement, je crois qu'il y avait aussi chez vous, j'avais lu un truc comme quoi il y avait des parrains, du parrainage, je sais pas comment vous appeliez ça, mais ouais, en fait, ça s'appelle le Doctor Buddy, et c'est Elise qui l'a inventé. Bravo Elise. Et donc il y a un système de buddy où l'idée, encore une fois, c'est de faire sortir un peu les gens de leur équipe. Tu me dis si je dis des bêtises, mais faire sortir un peu les gens de leur équipe et avoir un référent qui soit plus quelqu'un qui va t'aider si tu sais pas où est le département RH parce que tu as un problème avec ta carte imaginaire, des trucs vraiment hyper basiques, mais qui en fait quand on est une grosse boîte comme on commence un peu à le devenir, c'est hyper utile. Et donc en fait on s'est dit que c'était bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas forcément dans son équipe, quelqu'un avec qui tu peux aller boire une bière à la fin de la semaine parce que pour dire c'est relou la DA, j'ai la tête comme ça, et ben on s'est dit que c'était bien d'avoir aussi ce système-là pour les gens, quoi. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, Elise? On l'a mis en place il y a en juillet. Donc pour l'instant, on a des retours qui sont positifs de la part des gens. On a demandé les premiers feedbacks là, à plus 3 mois d'ancienneté plus 2 mois d'ancienneté sur le programme. Et les retours, c'est que les gens sont ultra saucés de ce programme-là parce qu'ils trouvent que ça crée des liens entre les différentes équipes et que ça participe vraiment de la culture de Doctolib qui est orientée en mode équipe de sport. Donc on resserre les liens entre ces différents membres et les gens demandent à aller plus loin dans le partenariat. En gros, on a demandé un engagement minimum de tu
file à ton body une fois par mois. Si possible, vous allez vous boire un canon à Ouais. la sortie des bureaux. Et là, il demande à ce qu'il y ait des vies-ma-vie interbody qui soient organisées dans les équipes. Ça va devenir compliqué après, là, on va avoir des trucs. On va se faire Oui, alors c'est pendant ça un an justement. chez Est-ce que c'est pas Doctolib. l'écueil? Est-ce que finalement, à force de trop demander aux gens, est-ce que finalement il n'y a pas des trucs un peu. Bah, il faut s'y perd tester un peu. quoi. On teste, on fait du feedback et puis après, encore une fois, c'est pas forcément valable dans une boîte qui est petite. Moi, dans la boîte où j'étais avant, on était 30, on pouvait pas faire ça. Mais là, on a la chance aussi d'être nombreux, on a la chance d'avoir des gens qui sont hyper talentueux et qui veulent investir dedans. Donc on essaye de trouver le juste milieu, mais c'est clairement un truc qu'on teste en fait. C'est pas du tout parfait et c'est que un work in progress quoi pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, il y a une remise en question tout le temps quand même sur. Il n'y a rien d'établi. Chez vous, chez Frishti, pareil, c'est pareil. Il n'y a rien d'établi. Vous dites pas c'est comme ça. Et puis Nous, on avait des Welcome Buddy aussi. Et ça marchait pas du tout. Donc genre c'était complètement pas du tout naturel. Mais je pense il y a une taille critique et on était trop petits à ce moment-là. Et c'était pas naturel en fait parce qu'on était dans des bureaux ou avec de gros open space. Et donc en fait le besoin n'était pas forcément là parce que on avait un peu les mêmes objectifs. Et donc c'était complètement fake donc on a arrêté en fait. merci à tous. À bientôt.